Nous sommes lundi 24 mars, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Le Mali a célébré hier la journée mondiale des lépreux. La cérémonie était présidée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. À cette occasion, il a rendu un vibrant hommage aux hommes et femmes qui ont lutté pour faire reculer cette maladie. Ibrahim Traoré, reportage. Hommage ce 23 mars à Raoul Folero. En déposant une gerbe de fleurs devant son buste, le président de la République salue la mémoire de celui qui a passé toute sa vie à lutter contre la lèpre. Le chef de l'État est venu témoigner sa solidarité et surtout partager des moments de joie avec l'ensemble des malades de lèpre au Mali. Le pays enregistre de plus en plus des progrès encourageants dans le combat contre la maladie, mais de gros efforts restent encore à mener. Pour l'Union malienne Raoul Folero, cette journée offre l'occasion d'intensifier la lutte sur l'ensemble du territoire national. Elle a pour but d'obtenir que les malades de la lèpre soient soignés comme tous les autres malades et guérir les bien portants de la peur absurde et parfois criminelle qu'ils ont de cette maladie et de ceux qui sont atteints, a dit Raoul Folero. La célébration de la journée mondiale de lépreux est l'occasion de faire le bilan de la lutte contre la maladie, mais aussi de réfléchir sur les perspectives d'amélioration des conditions de vie de ces nombreux malades blanchis de la lèpre qui sont les plus pauvres parmi les pauvres. La Fondation Raoul Folero aide ainsi le Mali et les 25 autres pays qu'elle soutient à faire du dépistage actif autour des malades les plus contagieux, en espérant que les conditions de sécurité permettront au personnel de santé de travailler efficacement dans toutes les zones pour que chaque malade puisse être dépisté et soigné à temps. Notre fondation finance également les travaux des chercheurs pour l'amélioration du traitement par polychimiothérapie, la recherche d'un nouveau traitement chimioprophylactique et le développement d'un test de dépistage actif. Actuellement, une personne est atteinte de lèpre toutes les 2 minutes dans le monde. C'est trop selon les spécialistes. En plus, l'OMS indique qu'en Afrique, 9% des nouveaux cas de lèpre sont enregistrés chez les enfants et il existe encore des zones d'hyper-endémicité. Pire, plusieurs pays ne considèrent plus la lèpre comme une priorité. Il est temps d'agir et très vite. Ce ne sont pas des stratégies qui manquent. L'Organisation mondiale de la santé a proposé une stratégie mondiale renforcée pour réduire davantage le fardeau de la lèpre, mais aussi accélérer l'élimination de la maladie. Ainsi, le renforcement des capacités, des ressources et de la surveillance apparaissent essentiels pour garantir la mise à l'échelle de cette stratégie. La région africaine est appelée à concentrer les activités dans les districts sanitaires où la lèpre demeure endémique. Ainsi, l'occasion m'est offerte de féliciter le gouvernement du Mali pour les résultats atteints, à savoir le taux de prévalence qui est descendu à 0,18 pour 10 000 habitants. Au niveau national, l'on a constaté qu'il ne restait plus que 500 cas enregistrés et sous traitement sur une habitude que l'on a toujours eue d'avoir au moins 10 000 cas de lèpre à traiter de 1960 à 1980. L'atteinte de l'objectif d'élimination de la lèpre pouvait ainsi être déclarée partout au Mali, excepté dans un seul district sanitaire qui affichait encore 1,5 cas pour 10 000 habitants. Je voudrais, avec votre permission, saluer l'investissement de tout le personnel socio-sanitaire dans cette lutte implacable contre la maladie de la lèpre. Je voudrais rendre hommage au Centre national d'appui à la lutte contre la maladie, cet état-major qui organise et coordonne depuis 1935 la lutte contre les grandes endémies en Afrique et au Mali.
Tout au long de cet événement, des messages d'hommage, de solidarité et de sensibilisation ont été véhiculés par l'ensemble instrumental Raoul Folero, mais aussi par les tout-petits. Dans la foulée, ils ont également chanté et dansé la paix et la réconciliation nationale. Cette journée était également l'occasion pour le chef de l'État d'apprécier les œuvres réalisées par les malades de lèpre. Ces derniers évoluent quasiment dans tous les secteurs de développement. Le président Ibeka a enfin signé le livre d'or dans lequel il magnifie l'engagement de tous ceux qui se battent pour lutter contre la lèpre dans toutes ses formes. Il faut agir en traduisant notre marque de solidarité en actes concrets. C'est une invite du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à l'occasion de cette journée. Le chef de l'État l'a dit au micro de Ibrahim Traoré. Nous l'écoutons. Cette journée me ramène à l'Antiquité dépassée, heureusement. Ce film que beaucoup d'entre vous avez vu, d'entre nous avons vu, Ben-Hur, où l'on voit Judas Ben-Hur. Ben-Hur en train de chercher avec frénésie, avec révolte, avec indignation, avec angoisse, sa mère et sa jeune sœur, rejetées dans un cul de fosse, à peine digne de bêtes sauvages, en raison de la lèpre qu'elle portait. Et ce temps, heureusement, évolue aujourd'hui, grâce à des progrès scientifiques dont le plus récent est la polychimiothérapie, une combinaison de thérapies sur base d'antibiotiques qui a fait reculer singulièrement la maladie. Il reste encore des poches assez importantes. Et d'année en année, on nous signale singulièrement en Afrique, à Madagascar et dans le sud de l'Afrique, des flambées nouvelles. Et il faut donc qu'on ne baisse pas les bras. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il faut qu'on reste vigilant et que l'on continue l'effort de solidarité à l'endroit de nos frères, de nos parents qui souffrent encore de cette maladie-là, et que nous aidions également puissamment la Fondation Raoul Folero à travers toutes ces associations nationales, car l'œuvre est d'ordre humain, l'œuvre est d'ordre mondial. Et l'on peut comprendre que cela nécessite un soutien financier à hauteur de souhait. Quelle que soit la bonne volonté de l'association Raoul Folero, elle ne peut faire tout toute seule. Il faut qu'on l'aide dans cette mission qu'elle s'est assignée depuis Raoul Folero, poursuivie par André Récipon, aujourd'hui par Michel, le fils Récipon. Et cela est une invitation à nous lever tous, à traduire en actes concrets cette solidarité que nous affichons. Et le combat qui est mené là, par ces hommes-là, de foi, est un combat de dimension mondiale, car touchant l'humain dans tous les aspects. Et c'est cela que je voudrais que l'on retienne aujourd'hui. Et je voudrais dire également que nous serons toujours au côté de la Fondation Raoul Folero. Et chaque fois que de besoin, nous répondrons à l'appel. Avec plaisir, avec honneur, car c'est là notre dignité. Sur un tout autre plan, à Kolokani, les femmes de la CAFO ont célébré la Journée internationale de la femme. Le ministre de tutelle était à cette occasion à leur côté. Elle a invité les femmes rurales à une grande participation aux actions de développement. Compte rendu, Batraoré. Ce sont des populations visiblement sensibles aux préoccupations de la femme qui sont sorties massivement pour la célébration du 8 mars à Kolokani. Chefs coutumiers, élus, leaders religieux et autorités administratives. En somme, la mobilisation des populations de Bélédougou est totale. Il s'agit de soutenir les femmes dans leur lutte pour l'émancipation et le développement. Après avoir retracé le tableau sombre des violences subies par les femmes pendant la crise, la présidente locale de la CAFO demande à ses sœurs de pardonner. Ce qui compte aujourd'hui, dit-elle, c'est la réconciliation. Nous devons nous réconcilier pour le bonheur dans la famille, le village et le Mali entier. Nous devons nous pardonner, accepter nos différences et renouer avec nos désirs de vivre ensemble pour le retour d'une paix définitive au Mali, et les femmes s'y engagent.
Cette réconciliation se fera avec les femmes rurales, d'où l'intérêt du département pour ces dernières. C'est tout juste pour partager avec eux et avec elles cet instant qui est plein de richesses. Donc c'est un moment où on peut partager localement et je pense que c'est cela le devoir du gouvernement aussi. La fin de la journée a été marquée par des visites, notamment celle du périmètre maraîcher des femmes de Zerablenkoro et du centre multifonctionnel des femmes de Kolokani. Femmes et eau à Selengue, le comité local de l'eau vient de lancer la première édition d'une semaine intercommunale de l'eau du bassin du Sankarani, financée par le GIZ à travers le projet d'appui conseil de la Direction nationale de l'hydraulique. L'initiative vise à attirer l'attention des communautés et des pouvoirs publics sur la problématique de la pollution en ressources des eaux du Sankarani. Sikasso Daouda Diakité. Cette première édition de la semaine intercommunale de l'eau du bassin du Sankarani, qui s'étend du 22 au 28 mars, se veut une démarche communautaire de large campagne d'information et de sensibilisation ayant trait à la préservation des ressources en eau et de l'environnement. L'événement, qui coïncide avec la journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars, vise entre autres objectifs une semaine au cours de laquelle nous n'allons parler que de l'eau. D'autant plus que nous sommes dans une zone où l'orpaillage commence à se développer, l'orpaillage avec l'utilisation des produits toxiques tels que les cyanures et les mercures. Donc, essayer d'inviter la population par rapport à la dangerosité de ces produits sur vraiment la santé humaine et sur les ressources en eau du bassin du Sankarani. Occasion pour les élus et les autorités administratives de Kangaré de saluer non seulement le partenaire financier, la GIZ, mais surtout le comité local de l'eau de Selengue pour cette initiative qui répond parfaitement aux préoccupations des plus hautes autorités. L'esprit recherché est de l'institutionnaliser afin que périodiquement, pendant toute une semaine, des habitants du bassin du Sankarani soient mis au parfum des questions ayant trait à son environnement et à ses ressources en eau. Rappelons que les comités locaux de l'eau sont des organes d'écoute, de plaidoyer et d'action créés en 2006 par la Direction nationale de l'hydraulique en vue de l'implication des communautés dans la gestion de la question cruciale de l'eau. Parlons encore du secteur eau en 5e région, contribuer à l'amélioration de la qualité, la quantité et la durabilité du service eau en milieu rural et semi-urbain à travers la réduction des durées et des fréquences des pannes des points d'eau modernes. Tel est l'objectif affiché par la Direction régionale de l'hydraulique à travers la célébration de la Journée mondiale de l'eau sous le thème eau et énergie. La rencontre d'échanges et d'informations sur la question a regroupé les acteurs de la région intervenant dans le secteur de l'eau. Compte rendu Aminata Touré. En célébrant cette journée mondiale de l'eau, la Direction régionale de l'hydraulique de Mopti entend partager avec l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'eau les contraintes, les difficultés et les opportunités liées à la gestion de l'eau. Il s'agit également d'expliquer le mécanisme de gestion des points d'eau et les rôles et responsabilités des acteurs, entre autres. Aujourd'hui, il s'agit de discuter, c'est un débat. L'idée est lancée, nous faisons le débat et nous avons des thèmes à présenter et chacun des acteurs aussi ont des éléments à présenter par rapport surtout à la motorisation des exhorts, donc qui constitue un élément essentiel pour vraiment satisfaire les besoins au niveau de la région. Il ressort des échanges que les insuffisances les plus critiques en matière d'entretien concernent l'ensemble des équipements, fondamentalement les sources d'énergie et les moyens d'exor, d'où la pertinence du thème eau et énergie. En ce jour commémorant le 22 mars, il y a 20 ans encore, il s'agit de rappeler tous et à tous que nous nous engageons de façon résolue pour améliorer de façon très substantielle le niveau de desserte en eau potable et les autres usages d'eau grâce à l'énergie qui elle-même requiert bien évidemment de l'eau. La journée a regroupé les principaux acteurs intervenant dans le secteur de l'eau de la région. Il s'agit des structures techniques, les collectivités, les ONG et groupements de la région ainsi que les usagers.
Le programme d'appui à la transition au Mali de l'USAID vient d'organiser une semaine culturelle entre les différents quartiers de Tombouctou. Le programme vise à contribuer à l'instauration de la paix. Cette initiative a permis aux jeunes talents de la région de compétir dans un décor son et lumière. Voilà des images que vous voyez en ce moment. Le programme d'appui à la transition au Mali de l'USAID qui a organisé une semaine culturelle entre les différents quartiers de Tombouctou. Une rencontre qui a mis en compétition des jeunes talents dans un décor son et lumière bien riche. La coalition des associations et organisations féminines de Kati vient de faire un geste de solidarité à l'endroit des veuves de la localité. Elles ont reçu des cartons de savon. Elle apprécie cette initiative de la CAFO. Compte rendu Abdraman Maïga. Ce n'est pas la quantité du don offert qui est importante, mais c'est surtout la façon de donner qui compte. Tels sont les propos de la porte-parole des bénéficiaires de ce geste de charité, la coalition des organisations et groupements de femmes de Kati. En effet, cette coalition vient de faire œuvre utile en destination de certaines femmes veuves du cercle de Kati. Le don est composé essentiellement de savon. Il est destiné à offrir aux veuves un fonds de roulement pour les activités génératrices de revenus. Et cela conformément aux objectifs de la Journée internationale de la femme, édition 2014. Cette action entre dans le cadre de l'autonomisation accrue des femmes. Cette autonomisation accrue ne serait possible que si les femmes se donnent la main afin que le Mali puisse aller de l'avant. Nous avons eu l'initiative de cotiser, alimenter notre caisse afin d'apporter un soutien matériel, moral à nos femmes veuves. Mais qui sont ces femmes veuves? Ce sont les femmes veuves qui en ont réellement besoin. Ces femmes veuves sont les femmes qui ne pratiquent aucune activité qui puisse les apporter quelque chose. Après avoir salué et remercié les femmes de la CAFO pour leurs gestes, les autorités politiques administratives de Kati ont invité les donateurs à multiplier ce genre d'initiatives. Elles les ont ensuite invités à l'unisson, car c'est dans l'entente et dans la cohésion qu'elles pourront atteindre les objectifs escomptés en matière de lutte contre la pauvreté, ont-elles laissé entendre. Bamako, ville propre, mais surtout Bamako, ville coquette, c'est en tout cas la volonté affichée par nos autorités. Cependant, force est de constater que dans la vie de tous les jours, la réalisation de ce souhait tarde à se concrétiser. Transformés en dépotoirs d'ordures, les espaces verts sont devenus aujourd'hui impraticables, donc loin de leurs objectifs initiaux. Faisons le point avec Nyanya Aliou Traoré dans ce dossier. Le square Patrice Lumumba, l'avenue de l'OUA, celle du 5 septembre 1961, le monument Kwame Nkrumah, la place de la Canne en zone ACI 2000. Si certains de ces espaces sont totalement dégradés, d'autres sont purement et simplement menacés. Le square Patrice Lumumba est aujourd'hui totalement dégradé et abandonné. Pour certains, c'est sûr que c'est la deuxième mort du grand africaniste qu'est Patrice Lumumba. Dans les endroits sillonnés par notre équipe de reportage, c'est la désolation totale. Si ce n'est pas les animaux qui viennent brouter les rares gazons qui résistent encore, ce sont les populations qui les utilisent pour déposer leurs ordures. C'est une réaction de frustration majeure parce que ces places publiques sont destinées à être aménagées pour offrir des commodités aux Bamakois et pour donner aussi une image reluisante de la ville. Donc voir ces places publiques, ces espaces verts non aménagés à l'abandon, avec des équipements défaillants, avec quelquefois des ordures, c'est frustrant. On a vraiment du mal à voir ces choses-là comme ça. Parce que moi je pense que les espaces verts qui sont dans la ville de Bamako constituent au moins des zones dans lesquelles on peut respirer. Ne voulant pas exprimer leur mécontentement à nos micros, certains pensent que la dégradation de ces espaces est due en grande partie au comportement de leurs concitoyens. D'autres, par contre, rejettent la responsabilité aux autorités communales, voire au gouvernement. Ces questions dont vous parlez, les questions de places publiques, d'espaces verts non aménagés, c'est d'abord la responsabilité première de la ville de Bamako et donc de la mairie de Bamako. Tout ce qui est lié à la mairie du district de Bamako, ça nous a posé problème sur le plan de l'eau
sur le plan des paiements de nos prestations. Les sociétés ayant en charge l'entretien ont aussi leur part de responsabilité. Après les événements mars 2012, le problème des paiements nous a causé problème. On s'est débrouillé pour payer les ouvriers, mais au finish, le problème d'argent va toujours se poser parce que quand on n'a pas d'autres sources de financement. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir qui est donc le vrai fautif. Les autorités compétentes rassurent en tout cas que l'instruction a été donnée de réaménager ces endroits. Je pense que ça se fera. Vraiment, ça prendra du temps parce que le mal est profond. Nous n'avons pas encore fini de diagnostiquer tous les problèmes. Ça nécessitera des moyens qu'il va falloir dégager, des moyens publics de l'État, des moyens des collectivités, des moyens aussi que les citoyens doivent consentir de payer. En attendant de voir clair dans cette situation peu enviable, mieux vaut prendre son mal en patience. Notre enquête relève que le réaménagement des espaces dégradés n'est pas pour demain. Le dossier culturel est allé à 100 à la rencontre d'un témoin de la naissance de la République du Mali et celle de son administration. Son nom, Yacouba Tera, ancien chef d'arrondissement. Il vient d'écrire un livre intitulé « Mémoire d'un sous-préfet ». C'est une autobiographie de 300 pages qui rend hommage aux administrateurs civils maliens qui ont remplacé ceux de la période coloniale aux premières heures de l'indépendance. Les sacrifices et le patriotisme d'un sous-préfet, écrivain de 87 ans, dossier signé Cheikh Oumar Sangari. Ici à Saint, il y avait 2000 livres dans la bibliothèque. Je me faisais inscrire, c'était 25 francs par mois. Tu prends le livre qui te plaît et c'est un administrateur qui m'a poussé à faire ça. Le samedi, je prends le livre, je le lis, je reviens avec ce livre un samedi suivant. Il me demande qu'est-ce que tu as compris dans ce livre. Ainsi de suite, jusqu'à ce que notre lecteur devienne un passionné du livre et commence une histoire émouvante entre Yacouba Tera et la plume. Une histoire qui donne naissance à un ouvrage, Mémoire d'un sous-préfet. Un livre de 300 pages qui retrace la carrière d'un chef d'arrondissement généralement appelé sous-préfet ou commandant, mais aussi et surtout, c'est toute l'histoire de l'administration malienne à ses débuts qui est évoquée dans ce livre. Je voudrais être témoin, quoi. Les administrateurs européens sont partis à partir de 1960, de l'indépendance. Ce sont les premiers pionniers là. Secrétaires d'administration, rédacteurs, administrateurs civils qui ont remplacé les Européens au pied levé. Il ressort des lignes de ce livre que la mission du commandant était rude. Il avait en charge des masses rurales qu'il devait conduire par la persuasion. Son principal rôle à cette époque était la sensibilisation des populations sur le changement qui s'opérait. Ce sont des gens qui ont pris le commandement, il n'y avait aucun moyen. Déplacement à pied, à pirogue, à cheval, pour aller de village en village. Faire comprendre aux gens que l'indépendance, c'est notre dignité revenue. Mémoire d'un sous-préfet parle des rencontres souvent très tendues entre les administrateurs et leur population. Des palabres à juger, de la prééminence du parti sur l'administration, des histoires émouvantes et j'en passe. Yacouba Tera a passé 34 ans au service de l'État, dont 23 dans le circuit administratif avec des séjours inoubliables comme à son premier poste. Mon premier poste, vraiment, je souhaitais rester là-bas jusqu'à ma mort. C'est Madougou, dans le cercle de Koro. Les gens m'ont pris comme leur fils. J'ai facilité la chose. Dans un village où vous n'arrivez pas à trouver l'impôt quelquefois, je demandais aux gens pour les absents, quoi. Ils cotisaient pour payer. Je prenais la responsabilité. Si le type rentre, moi je cherche l'impôt avec lui pour vous rembourser. Avec ses 87 ans, l'administrateur civil de classe exceptionnelle est une fierté pour toute la communauté sanoise. Le livre même, en tant que tel, c'est utile. Mais quand
c'est écrit de cette façon, quand ça retrace la vie d'un cadre qui a servi sa nation, on doit tout simplement, très humblement dire que les jeunes doivent s'en inspirer. Et à cause de lui, moi aussi j'ai aimé la lecture. Depuis que j'étais toute jeune, il me donnait des livres à lire. Après, je lui faisais le compte rendu. Le commandant écrivain vit paisiblement sa retraite en espérant que la jeune génération lise ce livre pour qu'elle soit au parfum de ces moments certes difficiles mais glorieux de notre histoire. De notre histoire. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité, 18h-20h, une présentation de Awoy Touré. Si vous êtes à table, très bon appétit. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.